Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye la Lexus RZ. On en parle avec Stanislas Laroumet. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de Ma Voiture Idéale, Cédric Fréhour, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la plateforme Sans Bornes et Mélina Priam en duplex, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Auto Journal. Lexus RZ. Tiens, vous allez commencer. Mélina Priam, première impression. Première impression, c'est une voiture à la fois intéressante et, je vais être honnête, un petit peu décevante. Alors, le Lexus RZ, c'est un peu le cousin germain du Toyota BZ4X. C'est une voiture électrique. Alors, contrairement au BZ4X, là, vous avez 2 moteurs électriques. La puissance totale est de 313 chevaux. C'est assez intéressant de ce point de vue-là en termes de puissance. Tout fonctionne bien. Petit point technique, Mélina. Quel intérêt d'avoir 2 moteurs électriques ? D'avoir 2 moteurs électriques, vous avez l'intérêt de la puissance. Et puis là, dans ce cas-là, vous avez un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, ce qui vous permet d'avoir ce que je vais appeler une pseudo-transmission intégrale. Voilà, une 4 roues motrice. Une 4 roues motrice, tout simplement. Donc, très puissant. On est d'accord. Mais ce qui est intéressant aussi sur cette voiture, c'est que c'est une des premières voitures. Alors là, il faut avoir confiance, qui disposera dans 2 ans, et c'est là où je reviendrai après sur la petite déception, qui disposera d'ici 2 ans d'une direction électronique, on va dire, sans liaison mécanique entre le volant et les roues avant. Ce qui change quoi pour le conducteur néophyte que je suis ? Alors, ce qui change a priori, à première vue, quand vous montez dans la voiture, c'est que vous avez un espèce de petit volant pas tout à fait rond, plus tout à fait rond, qui ressemble en fait au volant Yoke de Tesla, qui est assez déroutant à prendre en main au début. Vous avez une direction aussi où il y a moins d'efforts à faire, qui est extrêmement directe. C'est ça. Il faut faire attention à éviter les coups de volant, j'imagine. Il y a un tour de volant à buter à buter. Il y a un tour de volant de buter à buter, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour pallier le fait de devoir croiser les mains. Voilà, comme il n'est pas rond. Voilà, comme il n'est pas rond, il a une forme de papillon. D'accord, on est d'accord. Ça, pour que nos auditeurs puissent l'imaginer, il faut qu'ils se souviennent de K2000. Voilà, c'est le volant de la K2000. Donc vous avez un volant avec Michael Asseloff au volant. Donc vous avez un volant qui semble être horizontal. David et non. Asseloff. Vous avez un volant qui semble être horizontal et non rond. Du coup, il n'est pas très pratique à prendre en main. Du coup, c'est-à-dire qu'on a nos réflexes naturels. C'est un volant qui est fait pour ne pas croiser les mains. Voilà. Or, naturellement, c'est quand même un geste qui, pour les conducteurs qui ont 10 ans, 15 ans de permis, et c'est un geste qui est difficile à éviter. Mais du coup, est-ce que c'est dangereux ou pas ? C'est la seule question qui Dangereux, non, pas du tout. Si je fais un créneau, est-ce que je casse les voitures de devant et de derrière ou pas ? Non, pas du tout. Surtout pourtant, il faut les croiser. Voilà. Donc, avec une assistance au créneau. Quel est l'intérêt de ce volant, puisque ça doit être la première chose qui vous frappe quand vous rentrez dedans, Stanislas Laroumet? Moi, je n'ai pas trouvé de grand intérêt, mais en fait... Pourtant, Tesla a fait à peu près la même chose. Oui, et puis, non, ce qui est intéressant, c'est cette direction by-wire, comme on le dit, mais il y avait Infiniti qui avait déjà sorti un système comme ça sur la Q50, si je me souviens bien, que j'avais essayé il y a fort longtemps. Ah, c'est très juste, et ils étaient très fiers. Et en fait, tout ça, c'est pour nous amener tranquillement vers la conduite autonome, parce que forcément, s'il y a moins de liaisons mécaniques, on va pouvoir encore plus jouer sur l'électronique et permettre à la voiture d'être guidée par GPS ou en suivant les marquages au sol. Donc c'est un nouveau volant pour qu'on s'en serve moins. Ils appellent ça, c'est le volant du futur, parce qu'en effet, ce sera dans le futur. C'est une phase transitoire pour préparer les esprits. Non, moi, ce que je voulais dire sur cette Lexus, c'est que on remarque quand même, pour parler de Toyota d'une manière générale, Toyota, on le rappelle, c'est le premier constructeur mondial, environ 20 millions de voitures par an, c'est colossal. Eh bien, je trouve, et ça met de l'eau à mon moulin, qu'ils vont un peu à reculons vers la voiture électrique en proposant un modèle comme celui-ci. Voilà, merci Mélina, avec une batterie de seulement 71 kWh,
Et 64 en net annoncé, c'est quand même pas beaucoup. Une autonomie de 435 km, c'est pas beaucoup. Donc le premier constructeur au monde, je pense, à mon avis, ne croit pas à l'électrique. On le rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent, on parle de la Lexus RZ. Lexus est une marque du groupe Toyota. C'est la marque de luxe. C'est d'ailleurs la marque de luxe de Toyota. Et qui cartonne aux États-Unis, et qui marche bien en Europe aussi. Donc moi, de voir que Toyota va à reculons à l'électrique, ils ont mis un temps fou à sortir leur première voiture électrique, je me dis ils doivent avoir raison, parce que pour l'instant Toyota, depuis qu'ils existent, ils se sont jamais franchement plantés. Pour l'instant, ils ne se sont pas plantés. On peut remarquer d'ailleurs que cette marque, alors pas forcément avec la Lexus RZ, semble être plébiscitée par les taxis dans certaines grandes villes de France. Comment ça s'explique? Tiens, c'est là qu'il faut la fiabilité. La fiabilité et les prix. C'est-à-dire, c'est moins cher et en plus, ça casse pas. En tout cas, en France, ils ont été, vis-à-vis de certaines professions, assez agressifs pour proposer des prix attractifs et faire en sorte que, justement, les VTC et les taxis... Donc vous avez des voitures très haut de gamme, moins chères que leurs concurrents haut de gamme. Voilà, et la concurrence, en fait, sur ce terrain-là, justement, hybride, parce que, le Lexus, c'est vraiment de l'hybride. C'est l'hybride, c'est de l'hybride simple. C'est du full hybride. C'est non rechargeable. C'est pas l'hybride rechargeable. Fiabilité extraordinaire, c'est 300 000 km sans aucun problème. 500, il suffit de voir le nombre de Prius, donc c'est la même technologie. Et en plus, vous avez du cuir, donc c'est valorisant pour les clients, donc tout le monde est content. Voilà. Et effectivement, BMW ou Mercedes ne suivaient pas sur ce terrain-là, donc ils ont eu un boulevard. À côté de ça, sur le Lexus RZ 450e, on va voir justement, est-ce que ça va convertir ou pas des VTC, des taxis, parce qu'elle est plutôt accueillante malgré tout. C'est 4,80 m, c'est un gros bébé. C'est énorme pour une ville. Mais une grosse berline qu'on voit beaucoup, ça fait aussi En fait, en longueur, on est kiff-kiff. Justement, Mélina, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que j'utilise? Alors, c'est un peu le souci. On en revient toujours à cette même problématique des voitures électriques et de leur autonomie. Et Stanislas l'a dit, là, le RZ pour une voiture qui se veut plutôt une routière, si on parle d'un usage de particulier, on est à 400 km d'autonomie. C'est 435. Pas assez, et peu, encore. Et encore, mais encore, quand on le concurrent, c'est le modèle X, en fait, chez Tesla. Évidemment. Et le concurrent a une autonomie bien plus forte. On est à. Donc ça signifie, on est proche de 600, quoi. Ça signifie malgré tout que le groupe Toyota, pour l'instant, n'est pas compétitif sur l'électrique. Parce qu'ils n'ont pas envie de l'être, je pense. Mais certes, mais c'est un fait, ils ne le sont pas. En tout cas, ils ne sont pas précurseurs sur l'électrique, ils ne sont pas à la pointe sur l'électrique comme ils l'ont été. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu sévère avec eux, comme ils l'ont été au début de l'hybride simple. Alors corrigez-moi si je me trompe. Imaginons que nous parlions de Renault ou d'un constructeur français. On serait là en train de le fustiger en disant, une fois de plus, la France a raté une marche et a raté une opportunité, le nouveau marché. Là, comme c'est Toyota, en tout cas Lexus, on dit c'est peut-être qu'ils ont raison. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop gentil avec le groupe Toyota? Mélina? Non, je suis pas sûre qu'on soit gentil. Je pense que ça nous étonne. C'est-à-dire que on attendait forcément de la part d'un constructeur qui soit à la pointe de l'hybride, qui se lance dans la bataille de l'électrique. Or, c'est pas le cas de Toyota et quelque part, ils le disent parce qu'ils ne sont pas pour une transition vers le tout électrique. Comme les politiques européennes veulent essayer de nous l'imposer. Et on verra si ces politiques-là arrivent à nous l'imposer. Vous avez un mot, Cédric? Ouais, il y a un autre avis, c'est de dire, comme ils arrivent tard, ils sont pas au top du top, mais ils peuvent combler leur retard assez vite. C'est ça. Et au fond, ils sont assez opportunistes. Ils disent, bon, on a le bon truc, on verra ce qui va se passer. Ce sera le mot de la fin. Et ils ont l'hydrogène aussi. Et on verra. Et ils ont l'hydrogène, à supposer que ça marche. On verra bien. Merci à tous les trois. Stanislas Laroumé, Cédric Réault, Mélina Priam. On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Merci, avec plaisir.